Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo True Crime. Et aujourd'hui, on va parler d'un crime passionnel qui aurait pu être un crime parfait, mais beaucoup trop d'erreurs ont été commises. Commençons par parler de la principale intéressée, Jodi Arias. Elle est née le 9 juillet 1980 à Salinas, en Californie. Elle ira au lycée Yreka Union, mais elle abandonnera quand elle était qu'en première. À savoir qu'elle a toujours été intéressée par la photographie et elle va enchaîner plusieurs petits boulots avant d'obtenir un poste au sein de l'entreprise PPL, Prepaid Legal Services. Donc si je comprends bien, je pense que c'est une entreprise qui offre des services juridiques à des particuliers. Et c'est à 26 ans qu'elle rencontrera Travis lors d'une conférence à Las Vegas. Donc c'était en septembre 2006, puisque lui aussi travaillait dans l'entreprise. Mais parlons justement un peu plus de Travis. Il est né le 28 juillet 1977 à Riverside, en Californie également. Il avait 7 frères et sœurs. En 1985, à ses 8 ans, il déménagera pour habiter avec ses grands-parents. Près de 12 ans plus tard, donc en juillet 2007, son père y mourra et donc le reste de ses frères et sœurs viendront vivre avec ses grands-parents aussi. À savoir sur lui, c'est que quand il était plus jeune, il était un peu rebelle et ça lui arrivait de se battre, mais une fois qu'il a rejoint l'église, il a changé du tout au tout. Et à savoir qu'il était très passionné par la comédie et il fera du stand-up et ça l'a vraiment aidé par la suite dans sa carrière puisqu'il sera devenu commercial et motivational speaker pour l'entreprise PPL. Et il faut quand même une certaine présence pour faire ce métier-là. Motivational speaker, c'est, vous savez, ceux qui font un peu des discours inspirants devant une foule de gens. Je sais pas quelle est la définition exacte en français. Parlons maintenant de la rencontre entre nos deux protagonistes. Donc vous l'aurez compris, ils se sont rencontrés pendant une conférence à Las Vegas en septembre 2006. Jodi, elle a tout de suite été attirée par Travis et puisqu'il était chrétien, elle va décider de se baptiser pour lui en novembre 2006, soit seulement 2 mois après l'avoir rencontré. Et ils commenceront à sortir ensemble en février 2007. Elle déménagera très rapidement à Mesa, dans l'Arizona, pour être plus proche de lui. Et près d'1 an plus tard, en avril 2008, elle redéménagera à Yreka, en Californie, pour vivre avec ses grands-parents après qu'elle ait eu une énième rupture avec Travis. Parce que c'est vrai que ils séparés, ils se remettaient ensemble très souvent, la relation était pas saine. Et même après ça, ils vont quand même continuer à se fréquenter et du coup ils vont beaucoup faire la route l'un et l'autre pour se revoir puisqu'il y a 15h30 de route pour faire Mesa Yreka. Et même quand Travis, ils étaient plus ensemble et qu'il lui-même fréquentait d'autres femmes, ils continuaient à se sexter tous les deux. Et d'ailleurs, les amis de Travis, ils avaient précédemment rencontré Jodi et ils n'avaient pas eu une bonne impression d'elle. Ils la trouvaient un peu trop étrange et ils trouvaient qu'ils se disputaient beaucoup trop. Parlons maintenant du meurtre et de l'enquête, puisque c'est la partie quand même la plus intéressante. Le 4 juin 2008, donc dans sa maison à Mesa, Travis sera en train de prendre une douche lorsqu'il sera attaqué et tué. L'autopsie révélera qu'il avait reçu 27 coups de couteau, dont plusieurs dans le dos et sur les mains, ce qui sous-entend qu'il a essayé de se défendre. On lui aura également tranché la gorge avant de lui tirer une balle dans la tête. Et l'autopsie révélera qu'il était déjà mort au moment du coup de feu. Cet après-midi-là, ses collègues de travail essaieront de le contacter parce qu'il avait une réunion Zoom. Évidemment, il ne répondra pas. De son côté, le lendemain, donc le 5 juin 2008, Jodi, elle était à Salt Lake City, dans l'Utah, pour un rendez-vous professionnel. À savoir qu'il y a entre 10h et 11h entre Mesa et Salt Lake City. La personne avec qui elle avait son rendez-vous professionnel dira que elle avait plein de coupures aux mains et qu'elle s'était teinte en brune alors qu'elle était précédemment blonde. Le lendemain, donc le 6 juin 2008, Jodi, elle va retourner en Californie et elle va tenter de joindre Travis plusieurs fois et elle laissera beaucoup de messages sur son répondeur. Le 8 juin 2008, elle rendra sa voiture qui était une voiture de location. Au moment où elle rendra sa voiture, le compteur il affichera qu'elle avait parcouru 2800 miles, donc ça fait 4500 km à peu près. Et on va faire un peu de maths, donc tenez bon, sachant qu'il y a 770 miles entre Yreka et Salt Lake City. L'aller-retour aurait donc fait 1540 miles, ce qui est bien loin des 2800 qui ont été annoncés. Et donc, pour info, j'ai fait des calculs, parce que j'aime bien faire des calculs. Et donc, entre Yreka et Mesa, donc c'est là où vivait Travis, il y a 1027 miles et environ 700 miles entre Mesa et Salt Lake City. Donc, si on fait un calcul pour le trajet Yreka, Mesa, Mesa, Salt Lake City, Yreka, ça nous donne environ 2500 miles, donc très proche des 2800 miles qui est affiché sur le compteur. Et si ça c'était pas suffisant pour vous convaincre,
L'agence qui va récupérer la voiture va constater des taches rouges sur le siège et les tapis de sol étaient manquants. Malheureusement, la police n'a pas pu réaliser des tests sur ces taches rouges puisque la voiture a été nettoyée entre temps. Le lendemain, donc le 9 juin 2008, de leur côté, les amis de Travis, après n'avoir pas eu de nouvelles de lui pendant plusieurs jours, vont décider d'aller le voir chez lui et du coup c'est là qu'ils vont le retrouver mort dans la salle de bain, dans une grosse mare de sang. Et à savoir que dans le couloir qui mène à la salle de bain, il y avait une trace de main en sang sur le mur. Ils appelleront la police et quand la police arrivera, ils demanderont à ses amis s'il avait des envies suicidaires ou s'il avait des personnes qui en avaient après lui. Et les amis de Travis, ils ont immédiatement parlé de Jodi parce que Travis leur avait confié que Jodi, elle le stalkait, qu'elle avait piraté son compte Facebook et qu'elle avait même une fois crevé ses pneus après une crise de jalousie. En plus de tout ça, la police y retrouveront une caméra dans la machine à laver et même si elle était endommagée, après plusieurs mois, ils réussiront quand même à retrouver des photos et ces photos montreront Jodi et Travis ensemble dans des positions sexy. Ils ont même pu obtenir l'heure à laquelle ces photos ont été prises et elles ont été prises le 4 juin à 13h40. Une autre photo du même jour, donc à 17h29, montre Travis dans sa douche et les photos suivantes montreront un homme qui semble être Travis qui est ensanglanté sur le sol. Ils feront des analyses ADN sur la trace de main en sang qui a été retrouvée sur le mur et ils trouveront l'ADN de Jodi. Et donc le 9 juillet 2008, donc un mois plus tard, Jodi elle sera accusée du meurtre de Travis et elle sera arrêtée le 15 juillet 2008 et elle sera rapatriée en Arizona le 5 septembre 2008 pour son procès. Donc le 11 septembre 2008, Jodi elle plaidera non coupable. Elle affirmera qu'elle n'était pas avec lui le jour de son meurtre puisqu'elle ne l'avait pas vu depuis soi-disant mars 2008. Puis elle changera très rapidement son discours pour dire qu'elle était en effet avec lui ce soir-là, mais qu'en fait il y avait deux cambrioleurs qui sont rentrés en effraction dans la maison de Travis. Ils l'auraient attaqué elle et tué Travis. Le 18 mai 2009, le juge il ordonnera à Jodi de passer un test de compétence, un test de QI. J'ai pas réussi à trouver les résultats de ce test ou pourquoi il voulait faire ça. Donc s'il y en a qui ont des informations supplémentaires, franchement n'hésitez pas à les partager. En 2010, donc soit 2 ans après le meurtre, elle changera à nouveau son témoignage en disant que en effet elle l'avait tué mais que c'était de la légitime défense parce qu'elle subissait des violences conjugales. Et donc si j'ai bien compris tout ça c'était le procès un peu préliminaire et du coup le procès officiel devant un jury va commencer le 10 décembre 2012, donc 4 ans après le meurtre de Travis. Et les avocats de Jodi vont accuser les procureurs de ne pas avoir choisi de femmes dans le jury, ni de personnes de couleur. Mais le juge, lors de ce procès, jugera que ce n'était pas une décision volontaire. Donc la défense va insister sur ces violences conjugales, que Travis était un homme violent et que Jodi l'avait tué par légitime défense. Mais les procureurs, ils argumenteront que Jodi était une femme jalouse et qu'elle avait prémédité son meurtre, qu'elle avait simulé un cambriolement chez ses grands-parents pour voler le flingue qui était du même calibre que celui qui a tué Travis. Elle aurait ensuite acheté plusieurs bidons d'essence pour ne pas avoir à s'arrêter à des stations essence en allant à Mesa pour du coup pas être vue sur des caméras. Le collègue de travail, vous savez qu'il y avait eu un rendez-vous avec elle le 5 juin, donc le lendemain du meurtre de Travis, il dira que lorsqu'il l'a vue, Jodi, elle avait l'air totalement normale et que Jodi lui avait expliqué que les coupures qu'elle avait sur ses mains, c'était à cause de son travail de serveuse à Margaritaville. Sauf que les détectives montreront qu'il n'y a aucun restaurant qui s'appelle Margaritaville. Le 4 février 2013, pour une durée de 18 jours, Jodi, elle prendra la parole et elle témoignera et elle continuera tout son récit sur les comportements de Travis. Elle dira que ses parents à elle étaient abusifs, qu'ils ont abusé d'elle quand elle était plus jeune. Elle donnera même des détails sur sa vie sexuelle avec Travis. Et il y a une conversation téléphonique entre les deux qui sera écoutée où Travis, il disait vouloir la ligoter à un arbre et la sodomiser. Et dans cet enregistrement, on entendra Jodi acquiescer et aimer ses propos. Elle va même aller au point de dire qu'il avait des pulsions pédophiles, qu'il essayait de l'aider à régler son problème. Elle dira que par la suite, leur relation est devenue physiquement et émotionnellement abusif et qu'il y a un soir, il s'est énervé et il a commencé à l'attaquer et c'est là du coup qu'il lui avait cassé le petit doigt et elle montrera sa main devant la cour et elle expliquera que du coup ce fameux soir-là, elle avait cassé la caméra de Travis, ce qui l'aurait mis hors de lui et il aurait du coup commencé à l'attaquer et donc elle aurait été obligée de se défendre. Une psychothérapeute sera engagée par la défense et elle va dire que Jodi était en effet une victime de violences domestiques et que souvent les victimes, elles ont du mal à en parler par peur et que c'est pour ça qu'elle a changé beaucoup son discours et qu'elle a mis du temps à dire la vérité. Elle fera un autre diagnostic en disant qu'elle a eu un stress post-traumatique suite aux violences qu'elle a subies. De leur côté, les procureurs feront venir un autre psychologue et lui dira qu'elle n'avait ni l'un ni l'autre, mais qu'elle avait l'air d'avoir un trouble de la personnalité. Des amis à Travis vont témoigner
en disant que Travis, il aimait fréquenter beaucoup de femmes. C'était un homme à femme et que du coup, quand ils ont rencontré Jodie, ils se sont dit bah ça va être une de plus de ses victimes. Sauf qu'après avoir vraiment rencontré Jodie et passé du temps avec elle, ils ont décidé de s'éloigner d'elle. Des ex de Travis vont être appelés à la barre pour témoigner et elles diront toutes qu'elles n'ont subi aucune violence de sa part. Le 8 mai 2013, après 15 heures de délibération, le jury reconnaîtra Jodie coupable de meurtre avec préméditation. La famille de Travis sera vue en train de sourire et se faire des câlins et la foule à l'extérieur sera en train de crier de joie. Mais c'était pas fini, puisque maintenant le jury devait décider si elle méritait la peine de mort. Et donc cette partie du procès commencera le 15 mai 2013, et du coup le jury décidera qu'elle était éligible à la peine de mort. Le 16 mai 2013, les procureurs ils vont offrir la possibilité à la famille de Travis de témoigner pour encore plus insister sur le fait qu'elle méritait la peine de mort. Le 21 mai 2013, Jodie fera une demande pour une peine à perpétuité. Et donc le jury se réunira à nouveau le 23 mai 2013, et sauf que après plusieurs heures de délibération, ils n'arriveront pas à se mettre d'accord. Et donc ce procès sera rendu nul. Il reprendra à nouveau le 21 octobre 2014. Le jury délibérera le 2 mars 2015, mais à nouveau, ils ne réussiront pas à se mettre d'accord. Ils étaient 12 et il y en avait 11 qui étaient d'accord et 1 qui ne l'était pas. Vous l'aurez compris, le procès est à nouveau rendu nul. À savoir que le procès il était tellement médiatisé qu'il y avait les informations sur ce fameux jury qui était contre, qui ont fuité, et du coup il a subi beaucoup de harcèlement. Et du coup c'est le juge qui finira par prendre la décision le 13 avril 2015, à savoir qu'il avait le choix à lui donner de la prison à vie sans possibilité de libération ou de lui donner prison à vie avec possibilité de libération au bout de 25 ans. Et lui il choisira du coup la première option. Pour info, Travis, il aura été enterré dans sa ville de naissance à Riverside en Californie en 2008. Et Jodie, elle est toujours en prison en Arizona. Elle a été transférée dans une unité de sécurité moyenne, là où avant elle était dans une unité de sécurité extrême. Et si vous voulez en voir un peu plus sur cette histoire, il y a le film Jodi Arias Dirty Little Secrets qui est sorti en 2013. C'est comme ça que personnellement j'ai connu l'histoire. Mais sinon, plus récemment, il y a le film Bad Behind Bars Jodi Arias qui est sorti en 2023. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme j'ai dit la semaine dernière pour Amanda Knox, cette histoire sur Jodi Arias, je l'avais découvert avec le film du coup de 2013. Et donc ça m'était resté un peu dans la tête. Et même si pour le coup, contrairement au film que j'avais vu sur Amanda Knox, le film sur Jodi Arias, il est quand même assez clair sur la fin, donc il n'y a pas trop de doute. J'avais quand même envie d'en savoir plus sur l'histoire et donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à l'aimer, je vous invite à me suivre et à activer la petite cloche parce qu'on se retrouve à nouveau la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo True Crime. Bye!